Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de EDN TV, merci d'avoir pris une fois encore ce rendez-vous hebdomadaire du Forum des rédactions. Pour le rendez-vous de ce vendredi 15 avril, 4 sujets à aborder et 2 directeurs de publication déjà en plateau. Pour les sujets à aborder, pension aux anciens députés, une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Nous en parlerons. Prise de commandement du nouveau chef d'état-major, les défis qui attendent le général Fructueux Gbakidi, parti restaurer l'espoir orphelin de son SG Guy Mitokpe. C'est une interrogation à laquelle nous allons répondre, faire les analyses au cours de ce numéro du Forum des rédactions. Et puis nous allons terminer par le 4e sujet qui concerne la prison civile d'Apromissérité où les prisonniers demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà, Madame, Messieurs, les sujets à aborder. Nous allons observer une virgule avant de retrouver les invités pour le débat proprement dit. Et si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes sur le forum des rédactions de ce vendredi où nous recevons à ma gauche Syriac Dekenou et à ma droite Marc Goudjanou. Syriac Dekenou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de EDN TV et auditeurs de Diaspora FM. Vous êtes journaliste, vous êtes directeur de publication de Émergence Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Marc Goudjanou, vous êtes un habitué de cette émission. Bonjour à vous. Oui, bonjour Maury, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis chez eux. Journaliste, directeur de publication de Info au Zénith. Exactement. Merci une fois encore d'être à ce rendez-vous. Plaisir renouvelé. Sans plus tarder, nous allons donc planter le décor au cours de la première session ordinaire de l'année 2022 du Parlement béninois qui s'est ouverte hier, jeudi 14 avril. Les députés auront à examiner, entre autres propositions de loi, une proposition de loi qui disposera des conditions d'octroi de pension aux anciens députés. Que vous inspire cette proposition de loi, mon cher Syriac? Bon, vous savez qu'il s'agit d'une proposition de loi, donc cela voudrait dire que c'est un député en exercice qui certainement a fait cette proposition de loi qui vient quand même, disons, au même moment qu'un projet de loi actuellement en étude au niveau du Parlement béninois, c'est-à-dire un projet porté par le gouvernement et qui vise désormais à octroyer des indemnités, c'est-à-dire des pensions, aux anciens présidents d'institutions reconnues par la Constitution béninoise. Absolument. Donc, c'est une très bonne chose que l'on veuille quand même, disons, en quelque sorte, prendre une disposition légale dont le but est de pouvoir quand même, disons, préparer l'après-vie politique ou bien en quelque sorte l'après-fonction de nos parlementaires, des représentants, des élus du peuple. On trouve que c'est une très bonne initiative, mais cela nous amène à nous poser assez de questions et à se demander, en réalité, il faut comprendre que n'a droit qu'à une pension que celui qui a cotisé. Le fonctionnaire a droit à une pension de retraite parce que tout au long, quand même, disons, de sa carrière, il a eu à cotiser. Très bien. Donc vous cotisez et c'est en fonction de ce que vous cotisez que l'État vous paye quand même, disons, jusqu'au soir de votre vie. Okay. Donc, quel sera le mécanisme que l'on va employer ici si l'on voudrait en quelque sorte octroyer des indemnités aux députés? Est-ce qu'il s'agira d'une disposition? La loi parle de pension, mais vous parlez d'indemnité. Bon, en fait, pension, oui, en fait, quelles seront les dispositions qui encadreront l'octroi de cette pension oui, aux députés? L'autre question que je voudrais également aussi poser, c'est celle de savoir s'il s'agira d'une disposition à effet rétroactif. Ah, c'est des questions que vous posez. Vous voyez, donc ce sont des questions que l'on
n'est en droit de s'opposer. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas, quand même, disons, ce n'est plus un secret pour personne que la vie en République du Bénin aujourd'hui est ce qu'elle est. Et lorsque l'on entend... Parler de la cherté de la vie. C'est-à-dire, oui, en fait, je parle de la cherté de la vie. Donc, lorsque l'on attend que l'on veut octroyer une pension de retraite aux parlementaires, aux anciens parlementaires, l'on est en mesure de se poser beaucoup de questions, puisque si c'est une disposition qui aura un effet rétroactif, c'est que cela va coûter assez de milliards à l'État béninois. Imaginez tous ceux qui ont été députés depuis 1990, ou bien si cela doit être fait sous quand même, disons, la considération de la nouvelle constitution, imaginez, c'est-à-dire le Parlement passé, donc, et nous pouvons répondre à cette question, hein, nous pouvons supposer, puisque nous faisons des analyses. Est-ce que selon vous, il va falloir que cette loi soit rétroactive ou non? Il faut considérer deux facteurs. Le tout premier facteur qu'il faille considérer, si nous partons du principe suivant lequel ceux qui sont là aujourd'hui en tant que parlementaires ne cotisent pas, c'est qu'il faudra quand même, disons, prendre peut-être la loi qui rentrera en vigueur après, à la fin peut-être, disons, du Parlement qui prendra fin en 2026. C'est ça. C'est-à-dire, on prend cette disposition légale telle qu'on l'a fait pour le couplage des élections qui va commencer à partir de 2026. On prend cette disposition, la loi, elle est votée, mais elle ne rentrera qu'en vigueur qu'en 2026. Et à partir de ce moment-là, il faut amener les députés à cotiser. Oui, c'est-à-dire, non, en fait, ceux qui viendront en 2023 vont cotiser, puisqu'il y aura quand même, disons, un parlement de transition de 3 ans là. Donc, ceux qui viendront à partir de 2023 vont cotiser, et à partir de 2026, maintenant, l'octroi de cette pension peut rentrer en vigueur. Donc, si effectivement la loi elle venait à être votée, je crois que suivre cette piste-là serait quand même, disons, la meilleure. Les anciens députés, alors, dans ces cas, ne bénéficieront pas de pension. Mais écoutez, vous savez, au Bénin déjà, pour ceux qui ne le savent pas, au Bénin, quand vous êtes député en exercice et que vous ne repartez plus au Parlement au cours de la mandature suivante, on vous paye 400 000 francs par mois jusque pendant les 4 ans. C'est ce que vous percevez. Si vous êtes parlementaire aujourd'hui et que à la fin de l'exercice parlementaire, au cours d'une nouvelle élection, vous n'avez pas la chance de vous faire réélu, vous percevez 400 000 francs CFA par mois sur 4 ans. Et après? Et après, c'est fini. Si je n'arrive pas à repartir à l'Assemblée, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est d'ailleurs ce déjà une pension. En fait, les parlementaires mettent ça dans les mesures d'assurance et autres là. Aujourd'hui, la situation, elle est telle que vous retrouvez quand même, disons, au coin de la rue ou bien quand même des anciens parlementaires qui sont dans des conditions vraiment déplorables. Donc, il est tout à fait normal que l'on veille à ce que ceux qui ont été des représentants du peuple, à un moment donné, puissent quand même, disons, avoir une situation en quelque sorte appréciable. Du moment où leur réinsertion dans la vie professionnelle pose souvent problème. Et vous le savez très bien. Quelqu'un qui peut-être, disons, a été enseignant et qui, par la force des choses, est devenu député, ne va pas vouloir retourner à la craie. Il y a bon nombre, quand même, disons, de questions que l'on est en mesure de se poser. Donc, les gens bénéficiaient déjà de ces 400 000 francs CFA, mais sur 4 ans. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est de pouvoir, quand même, disons, échelonner le paiement d'une pension de retraite. Comme on le fait pour les enseignants, comme on le fait pour les médecins, comme on le fait pour tous les agents de l'État. Mais des questions demeurent, et ces questions-là sont pertinentes. Maintenant, dans la suite du débat, il y a d'autres sujets, d'autres inquiétudes que nous allons soulever. Absolument. Marc Goudianou, votre réaction sur cette proposition de loi qui sera examinée? Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas dans l'esprit de ceux qui ont voulu faire cette proposition de loi, mais il faut remarquer, tel que Cyriac l'a dit tout à l'heure, c'est que avant de bénéficier d'une pension, c'est supposé que vous avez déjà cotisé de l'argent quelque part. Alors, se basant sur ce principe, est-ce que les députés ont l'habitude de cotiser à la CNSS?
pour pouvoir estimer, bénéficier d'une pension. Je ne pense pas. Alors, sûrement qu'il y a un mécanisme qui doit être mis en œuvre forcément pour permettre à ces anciens députés de bénéficier de cette pension-là. Et le mécanisme qu'il faut mettre en œuvre et que peut-être on n'a pas encore les informations à notre niveau, c'est que peut-être que ça va prendre effet effectivement peut-être à la fin de 2026 par exemple. Parce que les députés qui vont... C'est pas évident. Donc, les députés qui vont... Parce dans que, son analyse, c'est ce que propose... Oui, exactement. C'est ça je dis. C'est ça je dis, que ce qui serait idéal, c'est que ce soit en 2026 qu'ils commencent à à bénéficier de cette pension-là. Et également seulement ceux qui auront cotisé et auront eu le statut d'ancien député lorsqu'ils ne seront pas élus en 2026. D'accord, ils pourront bénéficier. Parce que n'oublions pas qu'ils avaient déjà d'autres avantages. Lorsque vous prenez les députés, il y a tellement d'avantages qui sont liés à leur fonction déjà. Il y a tellement d'avantages dont ne bénéficie pas, c'est vrai, la population lambda, dont ne bénéficie même pas le fonctionnaire, d'accord, qui apporte beaucoup plus de plus-value à l'économie du pays ou à l'entrepreneur ou au businessman qui amène beaucoup plus d'argent au produit intérieur brut, d'accord. Mais néanmoins, ces avantages, on veut encore en ajouter d'autres, voilà. Mais s'il faut en ajouter, alors, il faut que ça ne soit pas du clientélisme, il faut que ça ne soit pas du favoritisme, il faut que ça soit réellement encadré pour qu'on sache qu'il y a un bien fondé dans l'acte qu'on pose et qu'on ne vise pas seulement une classe donnée, d'accord, mais c'est une action peut-être pour, tel que Chirac l'a dit, pour pouvoir changer l'image de l'honorabilité de nos députés qui, une fois, dès qu'ils quittent l'Assemblée, certains parmi eux ne bénéficient plus de cette honorabilité, ils deviennent pratiquement, vous les voyez, mais vous les méconnaissez. Donc du coup, il faut quand même que l'on puisse mettre en œuvre un mécanisme de pension. Le mécanisme de pension va impliquer qu'il doit avoir des cotisations. Et ces cotisations seront enlevées des paiements qui sont effectués chaque jour à ces députés-là, c'est-à-dire de leurs salaires et de leurs avantages et autres. Donc, si on enlève cela et que c'est ça qui conduit à la mesure d'octroi de cette pension, je crois qu'il y aura moins de polémiques liées à cela. Maintenant, est-ce que c'est ce qui sera fait? On ne le sait pas encore. Est-ce que cette mesure a été envisagée? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en train d'entendre que d'ici là, les anciens députés qui ont peut-être déjà fait 2 mandats ou 3 mandats ne reviendront plus à l'Assemblée nationale. Alors, s'il en est ainsi et qu'on refuse cela, il y a une loi qui interdit cela, ça veut dire que est-ce qu'on n'est pas en train de penser peut-être à ceux-là, est-ce que ce n'est pas à cause de ceux-là qu'on est en train de mettre cette mesure en place pour pouvoir leur permettre quand même de respirer un temps soit peu? Parce que les 400 000, c'est vrai pour la vie d'un député qui est déjà habitué à un train de vie donné, pratiquement ça lui permet juste peut-être de payer quelques factures et de s'en aller. Donc, ça pose réellement un véritable problème technique. D'accord, un problème technique parce qu'il faut analyser dans le fond et dans la forme pour voir est-ce que c'est faisable, est-ce que ça ne va pas trop peser, d'accord, sur le budget de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les contribuables qui vont sortir leur argent pour pouvoir payer ces pensions-là pour ces députés. Donc du coup, il faudrait quand même qu'on y réfléchisse à 2 fois pour que le gouvernement puisse voir que est-ce que c'est vraiment opportun. Si c'est opportun, alors qu'est-ce que les députés vont apporter, d'accord, qui pourra leur permettre de pouvoir défalquer cette pension pour pouvoir le leur reverser. Dans un passé, je ne vais pas dire récent, cette proposition a été faite à l'Assemblée nationale sous une mandature qui n'a pas prospéré. Cyriac Dekenou, qu'est-ce qui avait empêché la chose à l'époque? Non, en fait, il faut comprendre que nous sommes dans un champ politique donné. Et vous devez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que cette proposition de loi arrive au même moment qu'il y a un projet de loi qui vise à octroyer des indemnités aux anciens présidents d'institutions. Ce qui voudrait dire que si pour les députés ne passe pas, soyez sûr que ce que le gouvernement a aussi apporté ne passera pas. C'est le jeu politique. Donc les gens ont certainement, c'est-à-dire bien calculé la chose. Si l'on voudrait à ce qu'aujourd'hui, des anciens présidents d'institutions qui déjà au cours de leur fonction gagnent des millions, il ne faut pas l'oublier, ils ont des avantages, c'est-à-dire ils ont des assurances, ils vont se soigner. Donc ils ont tout, ils ne payent pas les médicaments, un certain nombre de choses. Il en est de même pour les députés. Et quand vous avez été président d'institution, on imagine à peu près la fourchette. Vous voyez, de ce que vous avez gagné peut-être pendant 4 ans, 5 ans ou 10 ans. Donc, président de la Cour constitutionnelle, président de la Haute Cour de justice, Sénat et autres. Donc, on sait déjà à peu près que ce sont des gens qui, d'une certaine façon,
sont quand même, disons, dans la haute bourgeoisie. Donc, lorsque l'on voudrait, à ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque le gouvernement, à travers un projet de loi, voudrait à ce qu'aujourd'hui, ceux-là qui ont été anciens présidents d'institutions aient des indemnités, vous pouvez déjà imaginer quand même, disons, et ce que cela pourrait représenter en termes de masse salariale. Ouais. Et Donc, du charge pour l'État d'ailleurs. Si aujourd'hui, ces parlementaires ont pu, c'est-à-dire ont voulu, à travers trucs là, cette proposition de loi, s'octroyer des indemnités, puisque tout député actuel sera un ancien député demain. Absolument. Donc, c'est certainement dans un calcul politique. On voudrait ce que le gouvernement veut, ce que le gouvernement souhaite, passe au même titre que ce que les parlementaires aussi souhaitent. Mais il ne faut pas perdre de vue un fait. En fait, il ne faut pas perdre de vue un fait, parce qu'il y a certaines réalités que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je vous l'explique. Expliquez-moi. Vous savez, actuellement, si vous êtes suppléant de député, vous êtes à 400 000 francs CFA. Peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas. On est dans un pays où nous connaissons ce que représente quand même, disons, le coût de la vie. On sait ce que représente pour quand même un citoyen lambda, un simple fonctionnaire, ce qu'un simple fonctionnaire gagne. Mais un suppléant de député, qu'est-ce qu'il apporte à l'État béninois? On ne sait pas. Un suppléant qui ne va pas à l'Assemblée. Un suppléant qui ne siège pas à l'Assemblée. Ce que je vous dis, c'est réel et vous pouvez aller vérifier. C'est sur le budget du Parlement. Les suppléants de députés perçoivent 400 000 francs CFA. Chaque mois. Chaque mois. Si vous multipliez les 400 000 francs CFA par les 82 ou 83 députés, multipliez déjà sur quand même, disons, 4 ans, on se retrouve déjà à quelque chose qui doit avoisiner les 1,5 milliard et quelques. Donc c'est ce que coûte aujourd'hui à l'État béninois. Les suppléants. En supposant qu'il y a même des fonctionnaires, des gens qui perçoivent encore chez l'État. Sur une mandature donnée, les suppléants de députés. 400 000, c'est-à-dire 1,5 milliard que l'on pourrait subdiviser pour pouvoir régler les problèmes des aspirants qui aujourd'hui sont dans des conditions déplorables. Donc les faits sont là et sont réels. Donc lorsque face déjà à ces faits, l'on voudrait à ce que les parlementaires aujourd'hui puissent aussi avoir quand même, disons, une pension de retraite, il faudrait se poser la question de savoir s'il s'agira d'une disposition à effet rétroactif, c'est-à-dire tous ceux qui ont été députés ou bien tous ceux qui ont été députés depuis quand même, disons, 2016 auront une pension de retraite, ou bien il s'agira d'une disposition... Pourquoi vous avez dit 2016? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a des députés à l'Assemblée. Non, on doit pouvoir remonter aux années 90. Oui, en fait, en réalité, posons-nous la question. Vous êtes contre? Posons-nous la question par rapport à la pertinence de ces différentes dispositions-là. Et j'ai élargi même ces critiques-là jusqu'au projet de loi actuel. Est-ce que ce projet de loi-là aura également aussi un effet rétroactif? Et que tous ceux qui ont été présidents d'institutions, c'est vrai que leur proportion est limitée. Mais lorsque vous avez été président, ancien président d'institution, et que lorsque vous étiez en fonction, vous avez quand même, disons, gagné beaucoup de millions pendant tout ce temps, années, et que vous n'avez pas cotisé, est-ce qu'aujourd'hui, il faille prendre une disposition qui voudrait à ce que quelqu'un qui, par exemple, par le passé, ayant été président d'institution, ayant été ancien président et trucs là, ancien président d'institution, ancien parlementaire, perçoivent. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faille se poser. L'autre chose, pour pouvoir en finir rapidement, oui, puisque c'est que on va clôturer ce n'est pas le Bénin qui est quand même, disons, le premier pays qui initie un projet de loi ou bien quand même, disons, une proposition de loi pareille. Par rapport à la pension. Dans d'autres pays, ça existe. D'accord. Mais il faut faire remarquer aux gens que c'est ceux qui cotisent qui ont droit à ça. D'accord. Ailleurs. D'accord. J'ai même pu... le cas français, en France par exemple, même leur disposition a été améliorée en 2018, je crois. Okay. En France, c'est ceux qui cotisent qui perçoivent. D'accord. Il n'y a pas une mesure qui vise à racheter des gens qui par le passé n'ont pas cotisé. Donc il faudrait que l'on puisse imposer cela aussi au Bénin. Et que l'on veille à ce que le cas des suppléants également aussi soit supprimé. Ah oui. Qu'est-ce que les suppléants apportent? On a des enseignants aspirants qui sont là et qui ne perçoivent même pas. Des suppléants qui ne cotisent pas. 200 000 francs. Donc, des suppléants qui aujourd'hui perçoivent 400 000 francs CFA. Et soi-disant que c'est pour qu'ils puissent maintenir le terrain. Mais quel terrain politique ils maintiennent?
Et d'ailleurs même, ces parlementaires, en réalité, sans leur manquer de respect, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où il faut beaucoup plus encourager les jeunes gens qui entreprennent, les start-up, les bonnes dames des marchés et autres là. Puisque c'est ceux-là qui soutiennent l'économie nationale qui, il faut l'avouer, est essentiellement informelle. Donc, pensons beaucoup plus à ça et pensons aussi à comment faire pour réduire le train de vie de l'État. Donc, tout le problème se pose là. S'il s'agit d'une disposition à effet rétroactif, pas la peine. S'il s'agira d'une disposition qui ne prendra qu'en compte ceux qui auront cotisé, ça c'est bon. Ça c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Marc Goudianou, êtes-vous pour une disposition rétroactive ou non? Non, je l'ai dit tout à l'heure, si c'est une disposition rétroactive, c'est très grave. C'est très grave pour l'économie du pays parce que dans le même temps qu'on demande aux citoyens de serrer la ceinture et qu'on sait que la cherté de la vie est là, et beaucoup d'autres choses qui ne vont pas très bien au niveau des fiscs, on ne peut pas en même temps demander de prendre cette disposition et qu'elle soit rétroactive. Déjà, même que si même elle doit être active, c'est qu'elle doit respecter un certain nombre de critères, un certain nombre de dispositions, telles que l'a bien expliqué très largement Cyriac. Parce que lorsque vous prenez il propose d'ailleurs qu'on supprime ce que gagnent les suppléants, les 400 000 et tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord parce que pour moi, je ne vois pas la plus-value du suppléant. D'accord? Ce qu'il apporte en réalité au débat politique au sein de l'Assemblée. Le titulaire est déjà là. Il fait déjà le plus grand travail. C'est lui qui y va tout le temps. Le suppléant, généralement, il va aller voir même peut-être le suppléant, il occupe déjà d'autres faux postes même au niveau de l'appareil étatique même. Perçoit déjà de l'argent dans le budget de l'État. Et mis à part ça, on lui octroie en dehors de ça encore 400 000 tous les mois alors qu'il n'apporte rien en réalité. Alors que dans le même temps, on a ceux-là qui sont à la source même, d'accord, de tout bon citoyen, de nous. Parce que lorsqu'on parle des enseignants aujourd'hui, c'est eux qui nous ont formés afin que nous soyons là. Le chef de l'État, c'est eux qui l'ont formé afin qu'il soit là. Donc du coup, ceux-là sont réellement la charnière. Alors, eux, ils ne seront pas en train de vivre dans des situations précaires et en même temps, on ne va pas penser à améliorer plus leurs conditions de vie et penser à ceux qui sont déjà bien. Parce que c'est ceux qui coûtent énormément déjà au budget national. Et aujourd'hui, on va penser, c'est vrai qu'on peut penser quand même bien faire les choses, mais en pensant à un versement d'indemnité. Ils doivent verser des indemnités, au sein de la Caisse nationale pour que cela puisse leur servir de pension après. S'ils ne versent rien, ils ne bénéficient de rien. Il faut que tout le monde soit au même niveau parce qu'on sait que les salariés, avant de bénéficier de la pension, c'est que vous avez déjà cotisé. Alors, si vous ne cotisez pas, vous ne bénéficiez de rien. Il faut qu'au moins ce principe-là soit respecté pour l'équité. En réalité, il faut que ce principe soit au moins respecté. C'est le minimum qu'il faut faire. Et que celle soit rétroactive, je crois que c'est un débat qui ne sera même pas à l'ordre du jour. Je ne pense même pas qu'on va y penser. Parce qu'imaginez des députés qui ont été élus depuis 90 aujourd'hui, qui sont encore là, ils vont encore commencer par percevoir encore jusqu'à quand, on ne sait. Ça va coûter énormément. Ces sous, on peut le prendre pour améliorer notre système sanitaire qui est très défaillant. On peut le prendre pour améliorer la condition de vie des citoyens, pour améliorer le secteur de l'agriculture. Pourquoi pas? Beaucoup de choses qui restent encore des défis que nous devons relever au lieu de penser à injecter ces sous dans le vide. Voilà qui est dit. Donc, si vous n'avez plus rien à dire par rapport à ce sujet concernant la pension aux anciens députés, cette proposition de loi sur la table à l'Assemblée nationale, nous allons passer à un autre sujet. Cyriac, Marc. C'est bon. Alors, deuxième sujet, prise de commandement du nouveau chef d'état-major, les défis qui attendent le général Fructueux Gbagidi. Vous le savez, au cours de cette semaine, le nouveau chef d'état-major général des armées a pris fonction. Et cette semaine également, nous avons appris qu'il y a eu une fois encore des véhicules militaires qui sont tombés sur des mines dans le nord du Bénin. C'est quand même un des défis, dans un contexte de défi que le général, le nouveau chef d'état-major général des armées prend les rênes de l'état-major. Dites-nous, Marc Goudianou, n'est-ce pas des défis sérieux auxquels devrait faire face le général Fructueux Gbagidi? Bien sûr, bien sûr. Il faut remarquer qu'aujourd'hui, nous avons un défi sécuritaire très élevé, compte tenu de notre proximité avec le Burkina, le Niger, et compte tenu des attaques terroristes qui s'opposent un peu partout dans la région subsaharienne. Donc du coup, le défi sécuritaire, elle est très grande, parce que
c'est vrai que le général Futur est quelqu'un qui est très pétri d'expérience, qui a commencé sa formation très jeune également au Sénégal, où il a eu beaucoup d'expérience avant d'être là où il est aujourd'hui. On ne doute pas de la qualité de l'homme ou des compétences de l'homme, on ne doute pas du tout. Mais ce qui doit être fait, c'est de repenser beaucoup plus à la sécurité, à la sécurisation de notre territoire. À la sécurité de notre territoire, parce que le général Futur, avant d'être chef d'état-major général, a occupé une fonction très clé, d'accord, avant d'être là. Cette fonction qui lui permettait quand même de pouvoir participer à la prise de certaines décisions touchant à la sécurité intérieure. Donc du coup, moi je me suis dit que c'est quelqu'un qui est très connaissant, d'accord, du secteur, du domaine, parce qu'il a déjà eu à faire preuve, à faire beaucoup de preuves en la matière. Maintenant, par rapport aux défis sécuritaires qu'on a vis-à-vis des attaques terroristes aujourd'hui, puisque ça relève de notre plus grand défi aujourd'hui. Comment sécuriser nos zones frontalières? Parce que ce sont ces zones qui sont attaquées, le Parc Pingari et tous les alentours, toutes nos frontières qui vont un peu vers le Sahara. Ce sont ces frontières-là qui sont attaquées. Est-ce que le général Futur va pouvoir mettre en place un plan pour pouvoir quand même permettre, avec l'appui peut-être des forces de la France ou de la force Barkhane, pour pouvoir aider quand même à sécuriser ces zones, ou bien à mettre une politique en œuvre, à rassurer surtout les hommes en uniforme, à les rassurer pour qu'ils puissent quand même mettre les dispositions, les moyens à leur côté pour pouvoir leur permettre quand même de pouvoir sécuriser ces zones-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, même si vous avez des hommes compétents, il faut le matériel adéquat, d'accord, pour pouvoir aller sur le terrain. Et le terrain dont on parle, c'est un terrain très sensible. On parle d'un terrain terroriste. On parle des attaques terroristes. C'est un terrain très sensible. Pour même les plus grandes puissances, ils ont des difficultés déjà à faire face à de telles attaques. Donc nous qui n'avons pas assez de matériel, d'accord, est-ce qu'il ne faudrait pas, en tout cas, renouveler notre logistique pour pouvoir quand même permettre à ce que nous ayons des appareils qui soient très adaptés pour pouvoir contrer ces djihadistes-là? Parce que c'est des mines artisanales qu'ils posent pour pouvoir avoir nos soldats. Lorsqu'ils posent des mines lors des patrouilles, les soldats tombent sur des mines et ça explose. C'est vrai qu'il y a des dispositifs de contrôle, d'accord, au niveau de ces mines-là pour pouvoir aller les identifier. Est-ce qu'il ne faudrait pas également aller au-delà de ça et mettre peut-être à disposition de l'armée béninoise des drones pour pouvoir faciliter des patrouilles? Parce qu'ailleurs, ça se fait. Et c'est des dispositions qui ne coûtent pas assez cher. On peut mettre, par exemple, ces dispositions, installer des camps, d'accord, de téléguidage, de drones, non loin de ces zones-là, pour pouvoir permettre quand même de sécuriser ces zones, de faire les patrouilles, avant de pouvoir envoyer les soldats sur le terrain pour aller faire certains contrôles. Parce que s'il y a des drones qui font peut-être des contrôles réguliers, des surveillances très régulières dans ces zones, ils pourront quand même localiser un peu le déplacement, d'accord, de ces djihadistes-là pour pouvoir savoir qu'à tel moment, ils se sont concentrés dans telle zone. Est-ce qu'ils n'ont pas déposé des engins explosifs là? Est-ce qu'on a les dispositifs pour pouvoir aller détecter ces engins explosifs de très loin sans que ça ne nous cause de dommages? Ça fait beaucoup de défis à relever pour le chef d'état-major général parce que il faut dire que l'autre chose c'est de prendre fonction, l'autre chose c'est d'agir pour pouvoir quand même rassurer les hommes en uniforme qui travaillent sous vos ordres pour pouvoir les mettre en sécurité. Et l'autre chose que je voudrais aussi rappeler, vous voyez les soldats militaires qui vont en mission, d'accord, et reviennent. Il y a eu ce problème sous le régime Yahi où la plupart des soldats qui reviennent de mission, les chefs de corps, d'accord, ou leurs supérieurs hiérarchiques arrivent à leur exiger des montants sur les sous qu'ils doivent percevoir, d'accord, de l'ONU, d'accord. Alors, c'est un phénomène qui a tellement évolué et si vous avez peut-être des hommes en uniforme près de vous ou dans votre famille, vous allez les entendre, ils vous le diront. Et puis comme c'est la grande miette, aucun d'eux n'a l'audace de pouvoir dénoncer la chose. Et sous il y a eu des dénonciations, il y a eu des améliorations qui ont été faites, mais je vous dis que c'est un système qui continue toujours et qu'il faudrait quand même mettre fin à ce système-là. Parce que les soldats ne vont pas voyager pour aller souffrir là-bas, à l'extérieur. Percevoir, d'abord, il faut dire que même dans la pension qu'ils doivent recevoir, parmi les indemnités qui doivent leur être reversées par l'ONU, par exemple, ce n'est pas la totalité qu'ils perçoivent. Il y a un montant un quota qui est déjà enlevé d'abord et ils perçoivent les miettes qu'ils perçoivent. C'est-à-dire, quand je dis des miettes, comparativement à ce que leurs supérieurs hiérarchiques perçoivent, on vient encore et on leur exige maintenant des pourcentages que vous devez payer d'abord avant de pouvoir avoir ces sous-là, ou bien avant de pouvoir bénéficier
de ce voyage, de cette mission-là. C'est de la corruption pure et simple. Et ça se passe encore. Ça relève des grands défis que doit relever le général futur. Parce que c'est la grande muette, on le dit. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dedans dont ils n'ont pas le courage de pouvoir dénoncer. Ils n'ont pas le courage de dénoncer. Et même nous, même agents, hommes de presse, qui essayons peut-être de pouvoir faire certaines dénonciations, c'est que nous-mêmes, on se met en danger. Parce que, vous savez, on parle de la grande muette. Et quand on parle de la grande muette, il y a beaucoup d'hommes, de grands généraux, de colonels qui sont mêlés à la chose. Donc ceux-là ne vont pas, en suivant leurs intérêts, ne vont pas laisser cette mauvaise habitude si facilement. Et il faudra quand même que le général tape du poing sur la table, fasse des enquêtes à l'interne de chaque caserne pour pouvoir détecter les anomalies qui se trouvent à leur niveau, parce que ça constitue des sources de démotivation pour les soldats. D'accord. Oui. Donc il faudrait, ça relève beaucoup de problèmes à relever au niveau de l'armée béninoise. Syriac, on remarque donc que d'après ce que dit Marc Goudianou, qu'il n'y aura pas que des défis sécuritaires. Non, en fait, moi je vois que le tout premier défi, effectivement, tel qu'il a dit, c'est le défi sécuritaire, parce que le Bénin aujourd'hui est confronté à cette recrudescence des attaques djihadistes qui déjà menaçaient la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Bénin fait partie intégrante quand même, disons, de ces pays victimes de ces attaques récurrentes. Récemment, on a vu qu'une patrouille de l'armée béninoise était tombée sur une mine artisanale ayant causé plus de 5 morts. Donc, ces attaques qui, dans la partie septentrionale du pays, notamment au niveau de la Takora, sont devenues de plus en plus récurrentes. Il est nécessaire que l'on puisse prendre toutes les dispositions nécessaires afin de les éradiquer. Je pense que aujourd'hui, le fait de changer quand même, disons, d'homme, c'est d'homme au niveau de l'état-major de notre armée. Ce n'est qu'un signal que l'on donne quand même, disons, aux gens qui sont sur le terrain, au moins gradés qui sont sur le terrain, en quelque sorte pour les rassurer, parce que depuis qu'il y a eu ces attaques terroristes, il y a eu beaucoup de plaintes. Des plaintes notamment par rapport à leurs conditions de travail, des plaintes même par rapport quand même, disons, à ce que perçoivent ces agents, ces soldats-là qui sont au front par jour. Il y a eu assez de plaintes. Donc alors que sans moyens, il n'y aura pas une véritable motivation pour que les gens puissent aller au front, puisque ce dont on parle, lorsqu'on parle des attaques terroristes et des attaques djihadistes, c'est-à-dire que vous êtes militaire et que vous allez au front, c'est que vous y allez en n'étant pas sûr de revenir forcément. Et beaucoup ont déjà laissé la vie à travers ces diverses attaques. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un choix qui, ma foi, est un choix judicieux, mais que l'on saura beaucoup plus apprécier d'ici 3 mois, 4 mois, 6 mois. Puisqu'on a déjà connu plus de 5 attaques déjà. Oui. Vous voyez? Et lorsque vous êtes de bons soldats, lorsque vous n'êtes pas confronté à des attaques, mais vous devenez tout de suite un mauvais soldat lorsque vraiment de vrais défis sécuritaires se posent. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les attaques aujourd'hui, au niveau quand même, disons, de la partie septentrionale du pays, deviennent de plus en plus récurrentes. L'autre fait qu'il faille souligner, c'est le fait que le Bénin, n'étant pas membre du G5 Sahel, aujourd'hui, n'a pas de véritable accord militaire qui pourrait vraiment lui permettre d'avoir tous les renseignements nécessaires comme tous les autres pays du G5 Sahel. Pour faire face aux attaques. Et présence de Barkhane ou non? Présence de Barkhane ou non? Non, mais écoutez, la question, elle mérite d'être posée et reposée. Quid de Barkhane ou non? La question, elle mérite d'être posée et reposée parce que, vous savez, on est dans un environnement où aujourd'hui, il faut avouer que la jeune génération s'oppose beaucoup plus à tout ce qui pourrait rappeler la colonisation ou bien l'impérialisme. Donc tout ça, je pense que le Bénin est suffisamment aguerri et mûr pour pouvoir quand même, disons, assurer l'intégrité de son territoire. Et si aujourd'hui nous sommes menacés, confrontés à des défis sécuritaires, c'est que nous pouvons, à travers des mécanismes, nous ne sommes pas opposés à la coopération militaire avec la France, avec les pays, la Russie et autres là, non. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y ait la calme, c'est que nos populations puissent vivre en paix. C'est que ces attaques terroristes qui menacent des vies, c'est-à-dire le fait que l'on aille dans des villages et que l'on attaque des gens et que des pères de famille meurent, il faut que ces choses-là cessent.
Et c'est le défi auquel le nouveau général est confronté aujourd'hui. Donc, l'amélioration des conditions de travail aussi. Oui, bon, l'amélioration des conditions de travail, vous savez... La dotation des militaires. Vous savez, au fait, il faut avouer que le corps qui recrute le plus, au Bénin et même dans tous les pays d'ailleurs, c'est l'armée. C'est l'armée. Donc, il faut nécessairement penser à l'amélioration des conditions de travail de ces agents-là. L'équipement, surtout l'équipement. Pourquoi? Parce que, au fait, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Les militaires sont des gens qui se plaignent beaucoup. Ce sont d'ailleurs les plus plaintifs, certainement après les aspirants. Vous les voyez demander faire, comment on appelle, autostop. Oui, c'est-à-dire, ce qui voudrait dire que leurs conditions ne sont pas vraiment les meilleures. Et lorsque l'on est... Vous classez maintenant oui, en fait, les plaintifs par secteur. Et lorsque l'on est quand même, disons, dans une vision d'octroyer des pensions à des anciens députés, lorsque l'on paye déjà quand même, disons, les suppléants à 400 000 francs CFA, ceux-là nous apportent quoi? Il faut les mettre peut-être de côté et puis récupérer peut-être les 1,5 milliard et quelques sur 4 ans là, que l'on investit sur ceux-là qui n'apportent absolument rien. Les politiciens vous apportent quoi? Absolument rien. Et redistribuer ça sur au moins le salaire de ces militaires-là. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, même récemment, on a lancé un concours militaire. On a été obligé de proroger la date, proroger, parce que beaucoup de personnes ne sont pas motivées. Donc, c'est également aussi une question essentielle. L'autre fait, ça concerne également l'équipement de notre armée, de l'armée de terre, parce que le président Patrice Talon l'a su bien dire lors de son investiture, et même lors de son discours à la nation en fin d'année 2021, que une grande part de notre budget sera consacrée à l'équipement, vous voyez, de notre armée. Donc, il est nécessaire que l'on puisse accélérer les procédures d'octroi de ces équipements-là, les procédures d'achat de ces équipements-là. Nous avons des coopérations militaires avec beaucoup de pays. Vous voyez que ce soit la France, la Chine, la Russie et autres là. Et ces pays peuvent nous venir en appui pour que nous puissions éviter d'essuyer des pertes en vies humaines telles que nous les connaissons aujourd'hui. Donc, c'est mon opinion et je pense qu'on aura le temps d'apprécier Fructueux Baguili. Vous l'avez partagé, on va souhaiter bon vent et surtout bonne chance au nouveau chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguili. On va passer à un autre sujet, parti restaurer l'espoir orphelin de son SG, secrétaire général Guy Mitokpe. Peut-être vous nous le dira, vous allez nous le dire tout à l'heure sur ce plateau, Marc Goudianou, à quel jeu joue Guy Mitokpe? S'il s'agit d'un jeu, bon, il faut dire que le parti Restaurer l'espoir, qui est vraiment officiellement enregistré, a perdu sa combativité sur le scène politique parce qu'on ne la voit presque plus, même si son président, candidat Zanaï, doit sortir, c'est sur quelques actions du gouvernement qu'il guette et qu'il sort pour critiquer par moment, il disparaît et c'est parti. Guy Mitokpe, on a... Je ne veux pas vous demander si ces critiques sont vraiment sincères. C'est vraiment sincère. Et quand je prends Guy Mitokpe, c'est vrai que depuis un moment, il est devenu très effacé sur la scène politique, très effacé. On ne le voit. Les seules fois où moi j'arrive à quand même lire Guy Mitokpe, c'est seulement sur Facebook. C'est seulement sur Facebook et sur sa page, et il ne parle même pas du tout politique. Généralement, c'est des conseils, c'est des blagues, c'est des discussions avec les internautes. Ça prouve déjà que au niveau de restaurer l'espoir, le combat de départ... La politique est-elle morte? Elle est déjà presque morte. Elle est presque morte, si je peux le dire ainsi. Parce que lorsque c'est un parti qui vit vraiment de ses militants, de ses grands acteurs, d'accord, de ceux qui participent beaucoup plus à la vie de ce parti, c'est qu'on doit les voir au-delà
et au devant de la scène politique. On ne les voit pas. C'est la résistance. On ne les voit pas. C'est la résistance dont même on parle. À un moment donné, le candidat Azanaï lui-même vient dire autour à tous que la résistance, ça part de chacun. Hein. Donc ce n'est pas que lui, il ira se mettre devant pour dire qu'il est résistant, pour aller se sacrifier. Que la résistance, c'est chacun chez lui, déjà chez lui qui fait la résistance. Que lui, oui, il a dit. Chacun résiste. Ça résiste chez lui. Donc, s'il a déjà dit, ça veut dire que c'est déjà une fuite de responsabilité. Drôle de C'est déjà résistance. une fuite de responsabilité à son niveau, d'accord. Et le parti est devenu somnolent. C'est un parti qui ne vit plus, parce que le parti est bien enregistré, mais le parti ne vit plus. Combien de rencontres on peut dire aujourd'hui, puisque nous sommes de la presse, combien de rencontres on nous a invités, M. Syriac, combien de rencontres Restaurer l'Espoir a invité les confrères pour échanger avec ces militants? Il y a des conférences de presse que non, fait le... des conférences de presse, il y en a président. eu, la dernière fois, c'était quand? Ça date de très longtemps, il y en a la eu dernière quand fois. même, il y en a eu Il en a eu, mais les conférences de presse, est-ce que c'est ça qui anime la vie politique au niveau du parti, ou bien c'est les échanges avec les membres du parti, les positionnements au niveau des différentes élections, d'accord? C'est ça qui détermine la vie politique. Parlant de positionnement, à quel jeu joue Guy Mitokwe? Il faut dire que Guy Mitokwe, ce qu'il a fait, l'acte qu'il a posé, c'est anodin pour moi. Moi, je m'y attendais depuis. Ah. Je m'y attendais depuis parce que j'ai vu que c'est quelqu'un qui s'est mis au retrait, qui ne participait plus à la chose politique. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, vous avez appris que, au moins, même en tant qu'ancien député, on perçoit 400 000. D'accord. Donc, au moins, avec ça, l'honorable Guy Mitokwe arrive quand même peut-être à gérer ses autres activités, à beaucoup plus se consacrer à sa famille et à ses activités personnelles. On ne le voit plus au-delà de la scène politique. Et moi, j'étais très sûr que d'ici là, c'est sûr qu'il allait quitter le parti. Soit s'il ne quitte pas le parti, soit c'est que le parti serait obligé de faire des réformes pour pouvoir essayer de participer aux élections prochaines. Mais suite à l'annonce, à la sortie de candidat Azanaï qui dit qu'ils ne vont pas participer aux élections, mais le gars voit ses chances disparaître. Parce que là, si le parti ne participe plus, ça veut dire qu'il n'aura pas d'autres chances, alors qu'il est jeune. Les autres, ils ont déjà fait leur temps. Les gens comme candidat Azanaï, ils ont déjà fait leur temps. Mitokwe, il est encore très jeune. S'il ne se retrouve plus au sein du parti, il voit qu'il a encore des potentialités qu'il doit donner en politique et ailleurs. Et qu'au sein de Restaurer l'Espoir, il n'y a plus rien et que tout est dormant. C'est de plein gré qu'il puisse décider de quitter le parti pour aller se chercher carrément ailleurs, si tant est qu'il a encore toujours des ambitions politiques. Et c'est peut-être dans ce, je ne dirais pas dans ce jeu, dans cet objectif que Guy Mitokwe est. On ne le sait pas. Que vous ne soyez pas étonnés que dans les heures qui vont venir ou bien dans les mois qui vont venir, que l'Union progressiste aille faire la cour à Guy Mitokwe ou que le Bloc républicain aille le voir. Ou bien que lui-même aille leur faire la cour. Bien sûr, ça dit vice-versa, que ça ne vous étonne pas. Parce que vous savez, en politique, il n'y a que les intérêts. Ce qui est bizarre est que l'on m'informe qu'il a affiché sur sa page après l'information un sujet de philosophie. Est-ce vrai? Après, quand même, j'ai lu sur les réseaux sociaux que le parti Restaurer l'Espoir aurait pris acte de sa démission. Est-ce que Guy Mitokwe a démissionné? Le parti Restaurer l'Espoir est sous assistance respiratoire et le médecin traitant nous a déjà annoncé que le pronostic vital est engagé. Ah oui? C'est pour vous dire que moi, je n'ai jamais d'ailleurs apprécié ce mode de fonctionnement. Soit vous voulez exister sur la scène politique, vous n'avez pas les couilles et la capacité suffisante pour pouvoir animer un parti politique et vous vous ralliez à d'autres. Vous parlez de candidat Azanaï? Oui, et vous vous taisez. Le fin politicien, c'est de lui que vous parlez? S'il vous plaît, et vous vous taisez. Ou soit vous avez suffisamment les moyens, les couilles et toute la capacité financière suffisante, le charisme qui va avec, et vous créez votre formation politique, vous parvenez à l'animer. Je dois simplement vous dire qu'il n'y a rien de surprenant. Le parti Restaurer l'Espoir mourra de sa propre mort. Je ne suis pas sûr. Ça, je vous le dis pourquoi. Je ne vous crois pas. Je vous donne un certain nombre d'indices. 2019, Candide Azanaï créé, c'est-à-dire alors qu'il y avait en cours un projet de fusion entre USL, FCBE et autres là, c'est Candide Azanaï qui finalement
c'est-à-dire quitte les négociations et dit que son parti ira seul. À partir de là, j'ai déjà commencé par me poser des questions par rapport à lui. 2021. Avant 2021, le monsieur déjà parcourait quelques rues de Cotonou, bien quand même de certaines villes, pour soi-disant aux gens que le 6 avril, que c'est lui qui irait chercher Patrice Talon. Il ira chercher le chef de l'État. Qui ira chercher Patrice Talon. Et que les gens ont tellement attendu ce 6 avril-là. Et qu'en fait, s'il ne leur dit pas de le suivre, de ne pas le suivre, que d'attendre chez eux. Lui seul ira le chercher. D'attendre les instructions. Je pensais qu'on avait effectivement Comment on appelle cette opération? Je pensais effectivement qu'on avait affaire à un John Brie qui pourrait faire peur à Patrice Talon, mais bon, le 6 avril... Opération Fire to Fire. Mais bon, non, peut-être il l'a fait dans l'ombre. Non, mais écoutez, le 6 avril est passé, rien. On n'a rien vu. Et c'est encore le même candidat Zanaï qui déjà, quelques mois avant les élections, annonce déjà que son parti n'ira pas. En réalité, il annonce que son parti n'ira pas aux élections. Peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas compris le jeu de candidat Zanaï. Dites-nous. Le candidat Zanaï, pour moi... Qu'avez-vous compris, Syriac? Mais candidat Zanaï, pour moi, n'est qu'un double fait au sein de l'opposition. Peut-être que si vous êtes un fin politicien et que vous analysez, quelqu'un qui, lorsque vous vous sentez prêt pour y aller, c'est toujours lui qui vous dit non, laissons-le. Donc, vous reconnaissez qu'il a un fait tacticien. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un qui, dans le groupe, c'est lui qui vous dit non, laissons-le. Et quand, au fait, vous le laissez finalement, les autres prennent de l'avantage sur vous. Les gens... Il sait où se trouvent ses intérêts. Peut-être que ces intérêts ne se trouvent pas forcément là où beaucoup pensent. C'est ça. Puisque peut-être que ces intérêts ne se trouvent pas au sein de l'opposition. Moi, j'encourage le jeune Guy Tokwe qui, il faut l'avouer, fait partie de ces rares jeunes que la population, au moins à Cotonou, beaucoup apprécie. Depuis l'université d'abord. C'est-à-dire, prenez Guy Tokwe, prenez Oswald Omeki, ce sont des gens qui, malgré leur appartenance politique ou autre, franchement, sont beaucoup aimés et sont très très appréciés. Guy Tokwe est-il donc sur la bonne voie selon vous? Pour moi, en fait, Guy Tokwe, quel que soit le choix qu'il fera, c'est-à-dire aura des milliers de jeunes derrière lui. Réussira-t-il à se faire caser quelque part? Prenez un Guy malgré tous les propos qu'il a eu à tenir sur le président Patrice Talon? Non, en fait, c'est un jeu politique. Guy Tokwe a toujours été très modéré. Guy Tokwe ne tient pas des propos ordurés, virulents vis-à-vis d'un quelconque régime. Et qu'il décide aujourd'hui, au regard quand même, disons, de ses analyses, d'aller vers la mouvance présidentielle, c'est son choix. On ne peut que l'encourager. Sera-t-il accepté? Si vous prenez quelqu'un comme... Sera-t-il accepté? Mais écoutez, qui est-ce qui n'a pas besoin d'un certain Guy Tokwe dans un contexte où, le pouvoir aujourd'hui, face à la cherté de la vie, est décrié? Quelqu'un comme Guy Tokwe, si vous l'avez avec vous, c'est un atout indéniable, qu'on le veuille ou pas. Je vous l'ai dit, il y a des gens que l'on apprécie sans considération pour leur casquette politique. Prenez un Oswald Omeki, mettez un Oswald Omeki dans Démocrate, il va vous sortir un bon résultat. Mettez-le dans Progressiste, dans FCB. Il va sortir... Même dans PSL, ou bien c'est comment parce vous que l'admiration que les gens ont pour ceux-là, parce que en fait, l'admiration que les gens ont pour ceux-là n'est pas liée à leur appartenance politique. Mais ce sont des gens dont la conduite, dont l'attachement aux jeunes gens et à certaines valeurs sont des choses que les gens aiment. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors que l'on nous demande de conclure cette émission, je vais vous demander de dire rapidement un mot sur le dernier sujet, prison civile d'Apromissérité. Les prisonniers demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Magboudiano. Oui, je crois que c'est normal, c'est le minimum. Parce que lorsque vous venez dans un pays, Nelson Mandela le disait, je ne vais pas totalement le citer, mais il disait que lorsque vous venez dans un pays, l'indice qui vous permet d'apprécier le niveau du pays, c'est d'aller vers ceux qui vivent dans les situations précaires. C'est aller vers les prisons, d'accord, pour aller voir la condition de vie des prisonniers. Ça donne déjà l'image du pays. Et effectivement, c'est vrai. Lorsqu'on va dans les prisons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a assez de place pour les prisonniers? Dans quelles conditions ils vivent? Dans quelles conditions sanitaires ils vivent? Le réel problème se pose. Et ce n'est pas seulement à Missirité, c'est dans presque toutes les prisons du Bénin. D'accord? Et est-ce qu'ils bénéficient quand même de l'accompagnement psychologique qu'il faut? Est-ce qu'ils bénéficient de la réinsertion professionnelle qu'il faut réellement? Généralement, on voit qu'au sein de notre système pénitentiaire, il reste beaucoup de choses à aller apprendre. Je crois qu'on doit envoyer beaucoup plus, d'accord, ceux qui ont en charge, d'accord, nos prisons, à aller se faire former, d'accord, pour pouvoir apprendre beaucoup plus
de ce qui se fait ailleurs et d'essayer d'améliorer ce qui se fait aujourd'hui. Et qu'il faut également que l'État donne les moyens pour pouvoir agrandir les prisons, pour que ça ne soit pas des boîtes de sardines. Vous savez, j'en parle parce que effectivement, au niveau de ma rédaction, il y a quelques semaines, on a fait une enquête à la suite de l'évasion de Georges Bara avec certains confrères. Oui. C'est pour cela que lorsque les gens rentrent quand même, disons, dans les critiques, les investis vis-à-vis de Georges Bara, moi j'ai dit ceci, c'est l'instinct de suivi qui l'a amené à détaler. Notre enquête nous a révélé quoi? Au-delà de la surpopulation carcérale que l'on observe au niveau de nos prisons, je vous dis ceci, à Misrété, il n'y a qu'une simple infirmerie. C'est-à-dire, paracétamol. C'est-à-dire, j'interrogeais un prisonnier. L'infirmerie, c'est paracétamol. J'interrogeais un prisonnier qui m'a dit ceci. Si tu étais malade au dehors et que tu viens ici, non, en fait, c'est-à-dire, il m'a dit sous un ton ironique, si tu étais malade au dehors et que tu viens ici, tu es obligé d'être guéri. J'ai dit comment? Il m'a dit ceci. Ici, là, on ne tombe pas malade. J'ai dit, mais... Et puis, j'insistais, avant qu'il ne m'avoue ceci. Si tu tombes malade ici et que c'est grave et que ce n'est pas une affaire de médicaments, tu mourras. J'ai dit, comment? Il m'a dit qu'ils n'ont qu'une simple infirmerie. Prison civile de Cotonou, ils ont quoi? Vous voyez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque des gens comme ça sont peut-être malades, dans un état de santé véritablement critique, ils n'ont pas accès aux meilleurs soins. Ils n'ont pas accès aux meilleures consultations. Et qu'ils trouvent une petite brèche, soyez sûr certains qu'ils vont détailler tel que Georges Bara l'a fait. Donc c'est pour dire quoi? C'est de la responsabilité de l'État béninois, tel que l'on investit de l'argent dans d'autres secteurs, que l'on investit assez d'argent pour pouvoir équiper nos prisons. Puisque les prisonniers ont une seconde vie après la prison. Et ce qui est essentiel, il faut que la personne soit vivante pour être jugée ou pour purger sa peine. Ce qu'on a observé avec le secrétaire et l'ex-secrétaire général de la mairie d'Abomey Calavi, il est décédé de quoi? Il est décédé parce que, en fait, il était dans un état de santé critique et on n'a pas voulu l'évacuer et tout ça. Donc, notre réalité aujourd'hui, c'est que les gens fassent, que l'État fasse tout ce qui est de son possible pour pouvoir améliorer les conditions carcérales en République du Bénin. Ce sont des conditions vraiment alarmantes. Un avocat, mon avocat me disait ceci, une fois il m'a dit ceci. On va finir. Dans tel pays, c'est fini. Dans tel pays, avant de devenir juge, avocat, magistrat, on vous envoie en prison et vous faites votre stage de 3 mois en prison. Ça vous permet de mieux apprécier ce qu'est une prison. Ce que vous allez envoyer là-bas, ce qu'ils vont vivre. Continue de le faire? Non, en fait, c'est dans un autre pays. En fait, oui, j'ai oublié le nom du pays, malheureusement. Vous invitez à le faire ici. Ok. Mesdames, Messieurs, c'est fini. Merci à vous, Syriac Dekenou. Merci, Marc Goudjanou. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour ce numéro du Forum des rédactions qui a reçu pour vous Syriac Dekenou, qui est le directeur de publication de Émergence Info. Il est à ma gauche. Merci d'être venu. Ce fut un plaisir, les analyses que vous avez faites. Et à ma droite, c'est bien Marc Goudjanou, un habitué de ce plateau, journaliste et directeur de publication de Info au Zénith. Merci à vous, Marc. Merci beaucoup pour votre disponibilité de tous les instants. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On a parlé des sujets que vous avez suivis. On va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Bonne fête de Pâques et portez-vous bien. À très vite.